Bonjour à tout le monde. L'affaire a fait grand bruit ces derniers jours. Une ministre, à savoir Madame Wargon, chargée du logement, a déclaré que les maisons individuelles étaient un non-sens. Et puis, elle a développé sa pensée. Mais plutôt que de réagir de façon abrupte, considérons ces propos dans leur contexte. En vérité, ils ne sont ni originaux ni nouveaux. Beaucoup de partis politiques, de gouvernements entiers les ont énoncés. On peut penser par exemple au parti écologiste allemand avant les élections de cet automne, ou bien sûr au gouvernement néo-zélandais qui a pris des mesures fermes dans cette direction, sous la direction de sa chef qui passe pour une icône, une incarnation même de la vertu dans tous les médias occidentaux. Mais cette position est celle des gouvernements depuis toujours. En France, les gouvernements successifs ont encouragé l'exode rural, et c'est dans les pays communistes en Europe de l'Est donc que la politique anti-maison individuelle a atteint sa pleine envergure. Elle y était perçue comme un attribut bourgeois par excellence, et le régime faisait l'impossible pour recaser les gens dans les immeubles standardisés que d'ailleurs ensuite on a retrouvé en Occident. Derrière cela, il y a beaucoup de raisons. Il est bien plus facile de contrôler la population urbaine quand vous vivez dans un immeuble. Il est plus difficile d'inviter des gens sans que la sûreté de l'État ne le remarque. Il est quasiment impossible d'organiser des messes clandestines. Et de façon générale, le pouvoir étatique dispose de beaucoup plus de leviers pour encadrer la vie des urbains. La pression est plus forte pour exercer certains types de métiers. D'autre part, l'espace restreint a pris d'or, interdit ou presque les activités parallèles, de l'élevage des poules au potager, l'hébergement de gens de passage, et puis bien sûr des choses illicites mais récurrentes derrière les murs d'une propriété. Bref, pour devenir homme soviétique, habiter une résidence d'État était à peu près aussi nécessaire que d'apprendre un russe standardisé et de participer aux défilés et festivités officielles. De nos jours, une nouvelle catégorie d'acteurs pèse de tout leur poids pour pousser à la vie urbaine. Bien sûr, les promoteurs immobiliers, inutile d'être grand clair. Un immeuble rapporte beaucoup plus qu'une maison, surtout lorsque celle-ci existe déjà, sans compter les facteurs et les acteurs des métiers de ville sous toutes leurs formes. Ces pressions sont intellectualisées, formulées de façon savante dans des belles phrases telles que densification urbaine et des préoccupations écologiques subitement invoquées précisément par les individus qui polluent et de loin le plus, à savoir les ministres et le président. À l'aube de la pensée écologique, Henri David Thoreau, pour lui, la clé de tout était un retour à la nature. On retrouve cette idée chez par exemple un Pierre Rabhi, mais par quelle pirouette rhétorique on en est venu à l'idée que le retour à la nature passait par une vie dans une boîte de béton la plus dense possible. Pourtant, pardon, j'oubliais l'essentiel. Sous le régime communiste, il y avait bel et bien des maisons individuelles, mais uniquement pour les plus hauts cadres du parti. C'était le symbole ultime du pouvoir, tout comme d'ailleurs Madame Wargon a bien sûr une maison individuelle. Bref, dans la sphère politique, l'écologie sert avant tout à marquer la différence entre l'élite et la plèbe, une élite qui peut légitimement voyager en avion privé à volonté, posséder des maisons, et d'autre part une plèbe que l'on peut contrôler et dans ses moindres faits et gestes. Mais attendez, logiquement, qui devrait être donc la source de la pensée écologique, l'État ou la nature elle-même? Merci beaucoup, bonne journée.